Salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. C'est un épisode FAQ, questions fréquentes, que j'ai voulu vous préparer pour les 2 ans d'En Roue Libre. C'était au mois de février, il s'est passé un petit peu de temps, mais j'ai finalement réussi à mettre tout ça en place pour vous proposer cet épisode qui pour une fois est juste avec moi. Je suis seul devant ce micro et donc voilà, c'est la première fois que je fais ça. Non, je crois que j'avais déjà fait un épisode spécial. C'était à l'été 2023. J'avais peut-être 20 épisodes et quelques. Et voilà, du temps a coulé, de l'eau a coulé sous les ponts, et je trouvais intéressant, important même de marquer le coup en faisant un petit récap des questions qu'on me pose régulièrement, des réflexions aussi que je me pose, en gros, c'est mes réflexions sur En Roue Libre, ce que j'ai appris, la genèse, c'est un petit peu sur mon parcours, là où je veux aller avec le podcast, le choix des invités, ça c'est des questions intéressantes, ce que j'ai donc appris, la partie business, monétisation, le développement du podcast, là où ça va, la vision que je vais essayer de vous partager, et puis quelques conseils que je pourrais donner à ceux qui s'intéressent au podcast. Écoutez, si ça vous va, on attaque direct, et puis il y a sûrement des choses qui viendront en cours. Donc voilà, ce contenu n'est pas parfait. J'ai pas fait une préparation absolument démentielle. L'idée c'était de le faire, et comme tous les premiers trucs, c'est pas forcément parfait, mais on fait avec. Alors, première chose sur laquelle je voulais démarrer, c'est déjà vous remercier, vous qui écoutez, qui regardez, qui m'envoyez des messages, on va en reparler un petit peu plus tard, mais une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, ou que je continue à faire ce que je fais, c'est quand je vois l'impact que peuvent avoir certains des contenus que je fais, des épisodes qui peuvent vous marquer. Il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres de faire ça, pour le temps que j'y passe, les efforts que j'y consacre, et avoir autant de messages, de commentaires, de démonstrations de passion en fait, et de ce que ça vous apporte en roue libre. Et parfois ça permet juste de se dire bon, vas-y, on va continuer encore, et puis et ça vaut le coup de se faire chier un peu. Voilà. Donc voilà, merci à vous qui écoutez, plus nombreux, et puis merci pour vos feedbacks, que j'intègre pas forcément toujours comme ça, mais sachez que ce que vous me partagez comme retour, ça traîne toujours dans un coin de ma tête, et il vient un moment où j'en fais quelque chose. Donc voilà. La genèse du podcast. Tout ça a commencé un jour où j'ai fait une formation de coach professionnel. L'idée derrière tout ça, je vais vous la faire courte, mais l'idée c'est que j'avais moi-même été coaché, et je voulais apprendre, je voulais transmettre en fait. Je voulais déjà comprendre les ressorts comprendre en fait comment fonctionne le cerveau humain. Voilà, basiquement. Mais aussi surtout le comprendre pour pouvoir le partager. Parce que on va dire que j'ai vécu des trucs qui font que je suis content aujourd'hui d'avoir des outils qui me permettent de sortir de pensées de merde, voilà, de pensées négatives, se prendre pour une merde, enfin tout ça. Donc en fait, j'ai appris quelques techniques, et j'ai voulu aller plus loin en suivant un parcours de coach professionnel. Donc c'est une certification RNCP 7 ou 1 en fonction de quand c'était. Et l'idée de ça, donc apprendre, avoir des bases en quelque sorte académiques, et qui permettaient d'aider l'autre en fait, tout simplement. Et est venue à un moment donné l'envie donc de créer du contenu
justement du contenu, mais du contenu activable que je pouvais partager à d'autres. Et donc là, j'ai commencé à créer du contenu, à faire un peu des vidéos. Et donc c'est là où j'ai appris en fait à faire des vidéos aussi. Euh, et j'avais l'envie en fait de faire un podcast. Donc en gros de transmettre, enfin créer du contenu pour apprendre des choses aux gens. Et le podcast que je commençais à écouter avec Mathieu Stéphanie notamment sur son podcast Génération Do It Yourself m'inspirait dans le sens où je trouvais que le format était intéressant. J'avais écouté d'autres podcasts de coaching que je trouvais intéressants. Et je vous mets à l'écran la miniature du podcast que j'avais commencé à imaginer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup de choses auxquelles je pense, j'ai pas tout de suite trouvé la formule. C'est-à-dire, ça m'a pris 2 ans et demi en tout et pour tout, de maturer, de réfléchir, de me dire, bah, ok, comment est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et puis je pensais à des trucs, et puis ça me plaisait pas et tout. Puis en fait, un jour est arrivée une conversation que j'ai eue donc avec Jérôme Mortal. Et ça, c'était quelques mois après avoir commencé à publier intensément sur LinkedIn à propos du vélo. Et donc Jérôme Mortal de Ultima Mobility, qui fabrique des vélos à assistance électrique avec boîte de vitesse intégrée Valeo, vélo français avec une architecture vraiment singulière et super intéressante. Et donc je discute avec Jérôme, et Jérôme qui est quelqu'un d'hyper ouvert et il a envie de faire les choses, il est toujours à fond. Je lui dis bah ça te dirait pas de faire une visio et puis on l'enregistre et puis en fait on dit que c'est un podcast quoi. Voilà. Et on a fait ça. Un jour on s'est donné rendez-vous sur Zoom ou un truc comme ça. J'ai mis capture d'écran sur mon ordi. J'avais un micro que j'avais qui fonctionnait pas trop mal et puis on a appuyé sur Rec et on a passé 1h30 ensemble. Et on l'a pas publié. Il est jamais sorti. il, il est jamais sorti parce que en fait, j'avais aucune préparation, j'avais rien. Et puis Jérôme non plus en fait. Et quand j'ai dit à Jérôme, bon Jérôme, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Bah, il est parti sur un monologue de 25 minutes et aujourd'hui, si un truc comme ça m'arrivait, c'est-à-dire quelqu'un qui part et qui fait son truc, je ponctuerais de questions. C'est-à-dire, je dirais attends, bouge pas, Jérôme. Là, t'as parlé de ça. Est-ce que tu peux me dire, mais ça, en fait, d'où ça vient? Et je ferai des liens avec le sujet et tout ça. Mais en fait, à l'époque, voilà, je me suis fait déborder. Et puis, c'était intéressant ce qu'il disait, sauf qu'à la fin, la réponse à la question d'intro a duré 25 minutes. Et c'est en écoutant en fait tout ça, et je me suis dit mais c'est 1000 fois trop long. Donc j'ai appelé Jérôme. Je lui ai dit bon, écoute Jérôme, voilà, objectivement c'est un peu long et je pense qu'on va perdre les gens. Est-ce que ça te dirait de réenregistrer? Il m'a dit écoute, pas de souci, vas-y, on le fait. Et là du coup j'étais un peu plus préparé et donc ça s'est bien passé. Et on a fini par publier un truc intéressant. Franchement, c'était bien. Et c'était l'épisode numéro 1. Voilà. Donc la V0, vous ne la verrez jamais, mais on l'a pour nous avec Jérôme. Et la V1, voilà, elle est en ligne. Voilà, super intéressant. Et donc derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même voulu en faire régulièrement. Et je m'étais dit, j'avais un petit peu suivi toutes les stats. Voilà, en gros. 95% des podcasts ne survivent pas après le 3e épisode ou un truc comme ça. Et moi, je m'étais dit, il n'y a pas moyen, j'en fais plusieurs. Et en fait, je m'y suis tenu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et malgré le fait qu'il y a des moments, en fait, j'avais pas du tout envie d'y aller parce que je me considérais pas comme prêt. Notamment, c'était Thomas Lecoq, voilà, que je salue. Et en fait, pour tout te dire, Thomas, le jour de l'épisode, j'ai failli annuler. Parce que je le sentais pas, je voulais pas, j'avais pas envie d'y aller. C'est pas que ça me faisait chier, mais je m'étais dit bon, allez, pourquoi faire et tout. C'est bon, voilà. Et en fait, voilà, je me suis pris par la main et je me suis dit vas-y, tu sais quoi,
fais-le, ça sera pas parfait, mais bon, voilà. Et c'est la seule fois où je me suis dit, c'est la dernière fois, on va dire, où je me suis dit, là j'y vais pas, que j'ai eu un doute sur le fait qu'il fallait que je fasse cet enregistrement. Voilà, mais en tout cas, du coup, moi, ce que ça m'a appris aussi, c'est que, il y a rien qui sera parfait. L'épisode d'aujourd'hui, vous voyez, je vous ai briefé en amont, hein. Il y a rien qui sera parfait, mais l'idée, c'est d'y aller, en fait. Et parce que c'est que en y allant que ça peut marcher et qu'on peut améliorer les choses. Voilà. Ça, c'était pour voilà la genèse et le tout début. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question sur le format long et beaucoup de commentaires aujourd'hui et de questions, enfin plutôt de commentaires, on va dire, ont comme sujet la longueur des épisodes. Que les épisodes sont trop longs, et certains d'entre eux, je vous l'accorde, sont hyper longs. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je suis quand même d'une école où, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, et je suis d'une école où j'ai quand même un peu appris enfin, notamment avec des livres, avec le fait que il y a des contenus qui méritent qu'on y passe du temps, qu'on ouais, qu'on soit attentif pendant un moment. Et puis surtout aussi, il y a des conversations que j'aurais jamais pu avoir si j'avais passé 30 minutes ou 45 minutes ou je sais pas, même 1 heure avec la personne. Alors, c'est pas tout à fait vrai, évidemment. Néanmoins, voilà. Moi, j'apprécie prendre le temps. J'apprécie me poser. J'apprécie me dire OK, là, et puis surtout, en fait, quand parfois je traverse la France, en fait, quoi, pour faire des épisodes et j'ai pas envie que ça dure, 30 minutes, quoi. J'ai envie que ça dure, longtemps et en fait, l'idée derrière, En roue libre et c'est un petit peu mmh, l'esprit, en fait, d'En roue libre, c'est d'avoir des conversations entre passionnés. Conversation entre passionnés, c'est que quand vous avez une conversation avec quelqu'un et que c'est quelqu'un avec qui quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un à qui vous avez des questions à poser, ben, en fait, vous avez envie de vous poser avec lui ou elle, quoi. Voilà, vous avez envie de passer un bon moment. Moi, j'ai envie de passer un bon moment avec mes invités. J'ai pas envie d'être en mode, ah, vas-y, Antoine, t'as 30 minutes pour lui poser toutes tes questions et puis après, en fait, il y a quelqu'un d'autre derrière. Alors moi, j'ai envie d'être posé, j'ai envie d'être là, d'être au calme. Voilà, d'être bien installé, on a un petit truc à boire, voilà. Parce que tout ça, c'est quand même beaucoup de stress, hein, mine de rien. Et en fait, quand je me pose, voilà, j'ai envie de me détendre, j'ai envie d'avoir une conversation agréable, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de vous apprendre quelque chose. Enfin, pas moi vous apprendre quelque chose, mais vous donner accès à du contenu que vous auriez eu nulle part ailleurs, en fait. Et j'ai l'impression que le moyen que j'ai trouvé, et qui est assez unique, c'est justement de faire appel à ce temps, de faire appel à ces échanges longs pour vous donner accès à du contenu auquel vous n'avez jamais eu accès, ou en tout cas pas dans ces conditions, ou tout ça, quoi. Et c'est en ce sens que j'ai l'impression de faire quelque chose d'unique face à des contenus que je consomme évidemment, hein, enfin pas TikTok, mais Insta, etc. Tout ça va vite et tout ça. Et voilà, j'apprécie prendre le temps, me poser, avoir une conversation intéressante, parfois passionnante, avec quelqu'un et on passe un super moment et potentiellement après on va rouler. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne compte pas mon temps. Alors évidemment quand j'appuie sur Rec, j'ai toujours un petit chrono, un petit truc pour voir le temps que je passe et donc j'évalue le temps, mais globalement moi mon sweet spot c'est entre 1h30 et 2 heures. En dessous d'1h30, j'ai le sentiment que c'est un poil short. Allez, 1h15 peut-être. En dessous d'1h15, je trouve que c'est un peu short. Au-dessus de 2h15, je commence à me dire que c'est long et qu'il faut vraiment qu'il y ait un truc intéressant et passionnant. Mais en général, ça se sent assez vite. Voilà, ça se sent assez vite.
Donc voilà pourquoi en fait mes épisodes sont longs. J'espère que ça répond à votre question, vos interrogations. Ça veut pas dire que je ferai pas de format plus court pour des occasions particulières. Ça s'est déjà présenté, mais si j'ai l'occasion, en fait, je ferai plutôt du long que du court. Et l'épisode, par exemple, avec Stéphane Guillaume, pour ceux qui l'ont consommé et qui étaient intéressés par le sujet, en fait, vous avez qu'à lire les commentaires. Vous verrez que les gens, ils en redemandent. Au bout de 3h13, les gens, ils en veulent plus. Parce que Stéphane Guillaume était passionnant. Et ça, c'est le plus important, en fait. Il y a eu un déclic un jour qui m'a fait passer du format en visio au format en présentiel. Donc le format visio, hein, c'est là, je me pose devant mon ordi, j'ai un appareil photo qui me filme ou une webcam et j'ai quelqu'un en face, à l'autre bout de la France ou du monde, à qui je pose toutes mes questions. Et j'avais déjà quelques frustrations puisque comme vous pouvez probablement le sentir, j'aime bien la qualité audio, j'aime bien la qualité vidéo et j'ai été confronté parfois à des enregistrements où mon invité, alors que moi, voilà, je mets le paquet sur du micro, de l'appareil photo et tout ça, mon invité en face a un micro pourri, donc un son pourri, et parfois une caméra pourrie, enfin une webcam pourrie, donc une image pourrie. Ce qui pour déjà la qualité d'écoute, c'est pas la folie. Et également pour la partie extrait sur les réseaux sociaux, c'est pas ouf non plus. C'est-à-dire quand vous faites un Reels, une vidéo sur Insta et que la caméra et le son sont pourris, vous n'avez pas envie de la regarder. Donc du coup, en fait, vous n'avez pas envie d'aller regarder le podcast, même si la personne est intéressante. Voilà. Donc j'avais déjà cette réflexion en tête et j'ai fait un excellent épisode avec l'excellentissime Laurent Delorme. Que je vous recommande tout particulièrement parce que Laurent il est passionnant à plein d'égards. Je manque pas de lui dire ce que je pense de ce qu'il fait. C'est quelqu'un de passionnant qui, en plus de diriger le team Specialized Gravity avec évidemment Loïc Bruni, il a une approche, une analyse, il est hyper fin, hyper smart. Par contre, il est très discret, il se met pas trop en avant. Donc il y a peu d'occasions de voir des contenus de lui. Donc on fait cet épisode et à la fin de l'épisode ou après, je lui dis Laurent, vous m'avez vu venir. Laurent, si je veux faire un épisode avec Loïc, comment on fait? Il me dit écoute Antoine, ce que tu fais c'est bien, c'est très bien. En revanche, ce serait bien que tu montes en qualité quoi. Et donc à cette époque-là, je faisais des visios, donc qualité fluctuante, on va dire. Et donc il me dit si tu augmentes ta qualité, peut-être qu'on peut faire un truc. Je dis ok super. Et là il m'envoie un lien vers une vidéo. Il me dit tu connais dans la boîte à gants? Je connais pas du tout, non. Va voir ce qu'il fait, c'est bien. Et en fait, je suis allé voir ce que faisait donc Yann Delplanque dans la boîte à gants. Et en fait j'ai vu tout ce que j'avais eu envie de faire jusqu'ici, mais sans avoir véritablement d'exemple. Voilà. Donc j'avais une vision, j'avais un truc que je voulais faire, et là j'ai vu, ok d'accord, donc en fait c'est exactement ça que je veux faire. Conversation avec des passionnés, une bonne qualité audio, bonne qualité vidéo, le truc hyper léché, trop bien. Je contacte Yann, on se rencontre, il m'explique un petit peu ce qu'il fait, et il me dit, écoute, non mais tu vas voir, le présentiel, rencontrer les gens en live, ça change tout parce que en fait, t'es avec un autre humain, voilà, et donc tu verras, ça change tout. La qualité de l'échange, puis la qualité audio, la qualité vidéo, ça a rien à voir et tu verras, ça change tout. Et je pense que le lendemain, j'ai commandé pour 10 000 € de matos, j'ai commandé deux caméras, à la Fnac, machin, tout ça, des trucs hors de prix. Et je me suis dit vas-y feu là, il faut aller faire un premier épisode. Et c'est là où j'ai contacté William Robert qui était pas loin, donc du côté de Fontainebleau, et je lui ai proposé de faire le premier épisode en présentiel. Et donc j'étais accompagné de mon cher ami Martin qui m'a aidé et qui m'aide toujours d'ailleurs. Et voilà, on a pu enregistrer ce premier épisode en présentiel.
et c'était un truc vraiment, vraiment hyper cool. Vraiment rien à voir. Échange super. Voilà, on était posé chez William et c'était trop bien. Et là, je me suis dit, bah vas-y. Non mais c'est complètement. En fait, c'est ça que je voulais faire, que j'ai toujours voulu faire. Euh, et c'était magique. Donc en fait, je me suis dit, bah là, vas-y, faut y aller quoi. Et donc à partir de là, ouais, j'ai fait que des épisodes en présentiel, sauf un avec Rob Roscoe depuis. Et voilà, c'était génial. Euh, donc voilà, les épisodes en présentiel, c'est vraiment top. J'adore, je trouve ça hyper cool. Et je vous parlerai tout à l'heure du retour des épisodes en visio. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé, m'ont posé des questions sur mon parcours. Alors, puisque c'est un épisode spécial où je suis seul devant le micro et que je parle en quelque sorte un peu de moi, je vais vous en parler un petit peu, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai dans ma réflexion, on va dire, dans mon cheminement de vie, j'ai fait une sorte de switch, en fait, une évolution, comme on en a de temps en temps, où j'ai par le passé beaucoup parlé de moi, beaucoup trop parlé de moi. J'ai saoulé des gens, je me suis saoulé moi-même. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, je ne parlais que de vélo et je ne me définissais que par les courses que je faisais. J'ai gagné la méga, machin, tout ça. Et donc c'était le seul truc en fait que je trouvais intéressant à dire à mon sujet. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais beaucoup de moi. Je disais que j'étais fort en vélo, que j'étais fort tout court et tout ça. Et donc voilà, l'âge aidant, les expériences de la vie aidant, j'ai trouvé qu'en fait finalement c'était beaucoup plus intéressant de parler des autres, ou en tout cas d'entendre les autres que de m'entendre moi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas plus que ça parler de moi. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé le format qui me permettait de le faire. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas plus envie que ça de parler de moi, mais par contre, je serais ravi de répondre à vos questions. Et si vous me demandez, voilà, il y a pas de tabou. En revanche, voilà, parler de moi spontanément, c'est pas le truc que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, passer dans un podcast pour parler de moi et de mon parcours et tout ça, on verra. Mais en tout cas, c'est pas un truc où spontanément je me dis ah ouais, il faudrait absolument que je le fasse. Néanmoins, je peux vous parler un petit peu de mon parcours. Moi, j'ai aujourd'hui 42 ans. J'ai commencé le vélo à l'âge de 5 ans. Enfin non, j'ai commencé le vélo un petit peu avant, mais 5-6 ans sans roulette. Voilà. 11 ans, je commence à vraiment m'intéresser au VTT grâce à un ami, un pote de classe, on va dire, qui avait dans son entourage quelqu'un qui était hyper doué en VTT, en moto, en voiture, qui s'appelait Benoît. Voilà, qui s'appelait Benoît et qui était un génie du deux roues, du pilotage et probablement un génie tout court en fait. Et il avait un Cannondale absolument magnifique. Un Cannondale avec sa petite tech-shocks. Et à l'époque, les vélos, ils étaient hyper léchés. Son vélo était propre, il était magnifique. J'avais rêvé devant son vélo. Et à l'époque, moi, j'avais une petite merdouille VTT de gamin. Et le fait de voir ce gars-là faire des roues, faire des trucs, même un peu de trial et tout ça. Et moi, ça me fascinait, en fait. Je trouvais ça hyper cool. Et puis mon pote de classe, pareil, s'était mis à faire un peu de VTT. Et donc, on s'est mis à aller dans les bois et à faire du VTT. Voilà. Et pas de grosses cascades, mais juste faire du vélo. Et puis progressivement, je me suis mis dedans. Et à l'âge de 15 ans, j'ai découvert qu'il y avait un mec qui s'appelait Christian Taillefer, donc qui avait le même nom que moi. Et c'était à l'époque le plus grand champion de VTT quasi au monde, quoi. Donc en tout cas le plus grand pilote français connu, une belle gueule, enfin il faisait des trucs incroyables. Et moi je commençais à m'intéresser aux magazines, à la presse papier. Et donc je tombe là-dessus et en tant qu'adolescent, je dois avoir 14-15 ans,
pas forcément hyper bien dans ma peau, pas hyper fier de porter le nom de Taillefer parce que c'était ah, Taillefer, taille bois, taille machin, voilà. Et donc enfin, je trouve un mec qui s'appelle Christian Taillefer et qui me rend fier de mon nom, qui me rend fier d'être un Taillefer, quoi. Alors que jusqu'ici, c'était pas ouf, quoi. Voilà. Et à partir de là, je me dis mais attends, mais le VTT, mais c'est hyper cool, quoi. Et en fait, je voulais faire comme lui. Je voulais faire comme lui. Je voulais rouler sur la neige. Je voulais faire des compètes, je voulais être dans les magazines, peut-être pas les magazines, mais en tout cas, il m'inspirait. Voilà, c'était une inspiration, de l'admiration aussi. Donc vous imaginez ma joie quand j'étais en face de lui et que j'ai enregistré un épisode de podcast, quoi. Ouais, c'était fou. Et donc voilà, à partir de là, le VTT, je me suis mis un peu plus dedans, puis rencontrer des gens autour et aller un petit peu sur des spots, voilà. Et puis à 18 ans, j'ai fait ma première méga. J'ai fait ma première méga avalanche parce qu'à l'époque c'était, je sais pas, la course de référence, c'était la course qui m'inspirait le plus. Et puis voilà. Et donc j'ai fait cette course. Et puis j'en ai fait 8 ensuite, des mégas. Et donc c'était génial. Alors j'aurais plein de trucs à raconter là-dessus, mais je vais faire court. Donc méga avalanche, Mountain of Hell aussi, un all shot sur la Mountain of Hell en 2004. Et après, j'ai rencontré Nicolas Le Carré en 2001, quand même. Nicolas Le Carré en 2001 sur une Coupe de France à Coupe de France à Font-Romeu, voilà, où j'étais allé avec quelques copains. Et donc à partir de là, j'ai commencé à travailler avec le magazine Vélo Tout Terrain. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. J'ai commencé à faire des photos pour le magazine Vélo Tout Terrain en tant que pilote essayeur. Et donc on faisait des reportages, j'essayais des vélos et des trucs comme ça. Et donc ma première double page, c'était dans Vélo Tout Terrain, où je sautais une double bosse et en gros on faisait une leçon de pilotage. Alors j'avais pas beaucoup de leçons à donner aux gens, mais je savais quand même sauter des doubles bosses. Je savais faire du champ de bosse à 18 ans, donc j'étais quand même pas trop mauvais là-dedans. Et voilà. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dedans, j'ai commencé à avoir des sponsors, j'ai commencé à devenir un peu meilleur, j'ai évolué là-dedans, j'allais sur tous les salons, tous les événements, les Rocs d'Azur, les trucs comme ça. Et de fil en aiguille, voilà, j'étais connecté à l'univers un peu du vélo, j'ai tout le temps été un peu là, j'ai tout le temps traîné mes guêtres dans le monde du vélo. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'ai fait un petit peu de compète et après j'ai fait un stage chez Red Bull au lancement 2008, un stage chez Monster Energy au lancement 2009 et ensuite j'ai travaillé chez Coca-Cola. Ensuite, j'ai travaillé chez 24 heures du Mans Endurance Drink, c'est une boisson énergisante qui s'était lancée à la suite de Red Bull. Et ensuite, j'ai travaillé chez Nestlé en tant que vendeur de glace. Et ouais, j'ai vendu des glaces à Paris. Voilà, j'allais voir les restaurants et je vendais des glaces en plein hiver, c'était funky. Mais bon, voilà. Et à la suite de ça, j'ai monté une première agence de communication avec un copain de classe. Première agence de communication. Je me suis séparé parce que on s'était frité. Et ensuite, j'ai monté avec des copains VTTistes, donc que je salue d'ailleurs, Cyril Balesta et Guillaume Devinzel. J'ai monté une société d'édition de logiciels qui permettait aux marques de vélo de gérer leur programme d'essai de vélo. Et donc c'était une idée que j'avais eue en voyant des trucs dans le ski. Je m'étais dit ils font ça dans le ski et tout, pourquoi pas. Et puis j'avais vu aussi Vélo Vert qui faisait un système similaire au Vélo Vert Festival. Et donc moi je m'étais dit en fait les marques elles y ont pas accès dans leurs autres événements que le Vélo Vert Festival, donc pourquoi pas. Pour la petite histoire, Cyril Balesta, mon associé sur cette société, était l'ami d'enfance du mec qui avait le Cannondale, Benoît. Et donc en fait Cyril, je le connais depuis que j'ai 11 ans. Voilà. Donc c'est marrant qu'on soit associés derrière, on s'était retrouvés. Bon bref. Donc société d'édition de logiciels que j'ai revendue en 2019, pardon.
Et voilà. Et après ça, quelques trucs. Et donc, je vous la fais courte. Et après, le coaching. Et après, donc le podcast. Voilà. Bon, j'ai laissé quelques trous volontairement. Je vais pas tout dire, histoire que on n'y passe pas 4 heures sur cette partie. Mais voilà. En gros, ce qu'il y a de marrant aujourd'hui, c'est que j'ai plus ou moins toujours été, depuis que j'ai à 18 ans, j'ai toujours été dans le monde du vélo. J'ai toujours été là. J'ai toujours été sur les événements. Tous les mecs qui bossent pour des marques de vélo m'ont plus ou moins vu ma tronche. Pour aller faire des demandes de sponsoring au Rock d'Azur et machin, ou prospecter pour mon agence de com ou pour ma société d'édition de logiciels. Donc j'ai toujours été là, mais c'est vrai qu'avec le podcast, c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression de faire un truc qui intéresse les gens. Vous allez me dire, c'est quand même chaud à 42 ans, mais c'est bien vrai. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire un truc utile. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Le côté, ouais, faire un truc qui a presque jamais été vu ailleurs, ou en tout cas pas de cette manière-là, quoi. C'est quelque chose c'est intéressant. Ça change beaucoup le regard des gens. Et là où j'allais sur des salons, des événements où les gens me connaissaient pas, où ils me calculaient pas, ou voilà. Aujourd'hui, c'est marrant de voir que c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, tiens Antoine, ah ouais, cool, ouais, j'ai vu ce que tu faisais, ouais, c'est sympa. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aimerais, enfin, ce que j'ai envie d'accomplir avec le podcast. En gros, je dis pas un objectif, mais plutôt une intention. Je vous ai parlé de Christian Taillefer et de comment il m'a inspiré, comment l'admiration pour Christian a fait que je suis aujourd'hui là, quoi, en fait, tout simplement. Pourquoi un gamin de 15 ans qui se cherche dans la vie, pourquoi un gamin de 15 ans, du jour au lendemain, en fait, il a envie de faire un truc extraordinaire? Ben, en fait, c'est parce que j'ai vu ça, et j'ai vu des choses extraordinaires, et ça m'a inspiré. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, au travers dans mon livre, c'est reproduire ça. Et pas moi, en fait. Pas ah Antoine, super ce que tu fais, c'est génial. Mais plutôt de dire mais regardez en fait ce que font ces gens. Regardez ce que font des Anne Caro, regardez ce que font des Loïc, même des Max Commensal. Regardez ces gens-là en fait. Regardez comment ils sont d'un côté normaux, mais d'un autre côté extraordinaires. Et en fait, inspirez-vous de leurs histoires, de leur parcours, de leur challenge, de leur vie, et regarder en fait tous les trucs absolument incroyables, extraordinaires qu'il y a moyen de faire. Et si vous voulez, moi je pense que il y a un truc qu'on mesure pas dans la passion, c'est l'énergie qu'on peut y mettre. Aujourd'hui, si vous deviez, enfin, si on me pose la question, est-ce que le podcast c'est rentable? Je dis non. Non, c'est pas rentable. Par contre, ce que ça m'apporte, c'est complètement fou. C'est complètement fou, et aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur truc que j'ai jamais fait de ma vie, en fait. C'est que euh, les gens que ça m'amène à rencontrer, les réactions que ça génère, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Ouais. Et en fait, bon, on va en reparler après, mais je pense que je pourrais faire ça longtemps. Aussi, un truc qui m'intéresse dans tout ça, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, 18 ans, ou même 35, voilà, bref, enfin, en tout cas, il y a pas si longtemps que ça, je savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que le fait de pouvoir voir des parcours de gens comme ça, ça peut donner, notamment à des jeunes, l'occasion de se dire, ce parcours-là est intéressant. Ah, être ingénieur dans le vélo, ah, c'est cool quand même. Notamment, voilà, quand on en a parlé avec Vincent Ledieu de chez Michelin, c'est génial en fait ce qu'on peut faire. Et donc aujourd'hui, le monde du vélo offre plein d'opportunités. Peut-être un tout petit peu moins en ce moment, j'en conviens, mais il y a plein d'opportunités pour des jeunes passionnés
qui ont envie de s'intéresser, et de travailler dans le monde du vélo et franchement, il y a tellement de belles choses à faire. Donc moi, j'ai envie d'encourager ça aussi. J'ai envie que, voilà, si vous avez envie de travailler dans le vélo, si vous posez des questions, en fait, que vous puissiez trouver les réponses via En roue libre et hem et donc ouais, peut-être contacter mes invités pour bosser avec eux, pour, voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes, enfin les plus jeunes ou les gamins comme on dit, puissent se dire, «Ah mais OK, non mais c'est bon, je sais ce que je veux faire en fait. Je veux bosser dans le vélo, j'en sais rien, je veux développer des pneus, je veux développer des vélos, je veux développer des suspensions, je veux faire tout ça». Et heu et c'est ça que je trouve cool en fait, c'est d'inspirer aussi la jeune génération pour ça, mais aussi pour des pilotes quoi, des pilotes, des jeunes femmes aussi. Je sais qu'il y a pas beaucoup de femmes dans le podcast et on va y remédier, mais inspirer aussi les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes tout court à, faire du vélo, à pratiquer, à faire tout ce que mes invités font. Voilà. Donc c'est ça, c'est inspirer les gens quoi. Voilà, inspirer les gens et pas le faire au travers de ce que moi je fais, même si peut-être que ça peut inspirer des gens, pourquoi pas, mais surtout au travers de ce que font mes invités. L'une des questions qui revient aussi, c'est est-ce que t'as pas peur à un moment donné d'avoir fait le tour? Et la réponse que je dis généralement, c'est si un jour j'ai l'impression d'avoir fait le tour, c'est que je suis vraiment une grosse truffe. Parce que le nombre de personnes passionnantes dans ce milieu, dans cette industrie, mais c'est illimité en fait. Et c'est illimité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens passionnants partout. Il y a des personnes passionnantes partout, en France, aux États-Unis, en Asie, des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais. Euh, et en fait, le potentiel, il est illimité. Et en fait, la seule limite, c'est moi, ma capacité à m'intéresser à eux. Mais ce qui me manque généralement, c'est des infos. Des, euh, En fait, quand on me dit: «Ah, tu devrais interroger, tu devrais recevoir telle personne dans En roue libre». Je dis: «OK, cool, super, mais dis-moi pourquoi». Parce qu'en fait, potentiellement, je ne connais pas la personne, je la connais pas directement, et donc j'ai besoin de savoir en fait pourquoi. Et généralement, il va y avoir un truc qui va faire que, bim. Ça, je vais en parler juste après. Donc faire le tour, non, non, franchement, non. Je pense qu'il y a du potentiel pour longtemps et puis ouais, pour très longtemps. Un truc que je trouvais intéressant aussi de souligner, c'est que pendant un moment, j'avais l'impression de pas apporter de valeur. Quand je dis pas apporter de valeur, c'est que en quelque sorte, je me comparais à d'autres créateurs de contenu, sur parfois d'autres formats, hein, qui créaient, je sais pas, des PDF, des e-books, des trucs comme ça. Et en fait, c'est un truc où je me disais, bah attends, c'est con, qu'est-ce que j'apporte aux gens en fait? Ouais, c'est quoi la valeur que j'apporte quoi? Je fais des conversations et voilà, je les enregistre, j'appelle ça un podcast et OK, c'est cool. Et puis en fait, c'est vraiment en lisant les commentaires, les messages que vous m'envoyez, que je me suis rendu compte qu'en fait, la valeur elle était là quoi. Mais c'est pas hyper intuitif, enfin c'est pas hyper spontané de s'en rendre compte, voilà. C'est juste pour dire, que j'ai pas toujours été convaincu de la valeur que j'apportais. Et parfois j'en doute encore. Ça veut pas dire que c'est permanent hein, comme doute, mais par contre, j'en prends de plus en plus conscience. Voilà. J'en prends de plus en plus conscience de la valeur et on va en parler également dans la partie monétisation plus tard. Le choix des invités. Ça, c'est une question qui est intéressante. Comment est-ce que je choisis mes invités? Alors, j'ai plusieurs règles. Des règles qui sont parfois hyper conscientes et des règles qui sont parfois plus de l'ordre du ressenti. Je vais vous parler déjà de celles qui sont conscientes, celles que je peux complètement expliquer, lister comme ça. La première, c'est que dans la mesure où je veux faire un témoignage, je veux que l'épisode que je
je publie soit la meilleure chose que j'ai faite à date. C'est-à-dire, en fait, je veux pouvoir regarder ça en me disant, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Je peux regarder ça plusieurs années plus tard et me dire: «OK, c'est cool ce qu'on a fait, quoi». Et il y a des invités, heu, il y a des gens, dont on sait qu'ils seront pas toujours là. Il y a des gens qui sont importants. Il y a des gens dont on sait enfin qu'on respecte aussi, et pour lesquels il faut bien faire les choses. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est que déjà que la personne, elle soit au meilleur de sa forme, au moment de l'entretien. Je vous donne un exemple. Hem, L'épisode d'Anne-Caroline Chausson, avec Anne-Caroline Chausson, est un épisode dont hem, je suis heureux d'avoir fait cet épisode. Je suis heureux de l'avoir fait de cette manière-là, parce que j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout, et je pense que vous savez de quoi je parle, quand vous aimez quelqu'un, quand vous admirez quelqu'un et que vous le voyez au fond du trou, hem, ou dans un état qui est pas, où on parle de maladie, par exemple, et ben, je sais pas, moi, il y a un truc il y a un truc qui me gêne, il y a un truc qui me dérange. Il y a un j'ai pas envie de montrer ça, en fait. J'ai pas envie de montrer quelqu'un qui souffre, en fait. J'ai pas envie de faire pleurer les gens, j'ai pas envie de alors parfois, on n'a pas vraiment le choix. Mais par contre, quand on a le choix, et c'est mon cas, je veux poser un témoignage des gens qui, qui sont bien, voilà, qui donnent envie. Enfin, qui donnent envie. Des gens qui sont, heu, dans les bonnes dispositions pour partager leur histoire. Voilà. Qui Ou en tout cas, j'ai pas envie, et je pense que c'est plutôt ça, mon intention, en fait, j'ai pas envie de jouer sur des ressorts de, on s'apitoie sur son sort, on fait pleurer dans les chaumières. J'ai pas envie de tirer sur ces leviers-là. Moi, j'ai envie de tirer sur des leviers de passion. J'ai envie de tirer sur des leviers d'une énergie d'amour, d'une énergie de création, d'une énergie de waouh, c'est beau ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et moi, c'est ça ma motivation. Donc, je cherche à mettre en avant les gens, à mettre en valeur les gens. Et pour moi, les mettre en valeur, c'est montrer une bonne image d'eux et d'elles. Et pour ça, il y a un choix du moment, qui nécessite parfois d'attendre, en fait, d'attendre le bon moment. Et donc, des personnes qui, par exemple, sont blessées, voilà, des athlètes qui sont blessés, bah, je vais éviter. Je vais attendre qu'ils soient mieux, pour qu'ils aient des trucs à raconter, qu'ils soient d'ailleurs contents de les raconter, qu'ils soient pas là en train de dire, «Ouais, bah, voilà, je me suis pété les 2 chevilles et puis youpi, quoi». Voilà. Je pense qu'on a beaucoup plus de trucs à dire quand on a une petite meilleure forme, on va dire, et c'est ce que j'ai pu voir avec, Thomas Lemoine d'ailleurs, dont l'épisode sort très bientôt, et vous allez voir qu'il est en pleine forme, et je suis très content d'avoir attendu un petit peu pour faire un épisode avec lui. Donc voilà, ça c'est la première règle, que l'invité soit en forme, en pleine, ouais, enfin, avec une bonne énergie, en fait, voilà. Et ça, c'est, parce que j'ai envie de valoriser l'invité, et que j'ai envie de laisser un témoignage où on se dise: «Bah, OK, génial, quoi, c'est beau», enfin ça, je pense que vous m'avez compris. Ensuite, un deuxième critère, c'est, que l'invité en question doit susciter mon intérêt. Alors,
Susciter l'intérêt, on y vient de plein de manières en fait. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est que quand on passe le temps que je passe à faire ça, transport, enfin acheter du matos, se déplacer à l'autre bout de la France parfois, enregistrer, la préparation, le stress que ça représente, revenir, faire le montage, enfin c'est un taf de ouf. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour que je fasse ça, pour que je déclenche ces moyens-là, pour que je passe peut-être une semaine de ma vie à préparer, à travailler sur un enregistrement, un épisode, un échange avec quelqu'un, bah, en fait, il faut que cette personne, elle m'intéresse. Je veux dire, autrement, ça marche pas, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je fais ça pour moi. En fait, je fais ça pour moi, je fais ça pour vous, évidemment, mais en fait, je fais ça principalement pour moi. Donc, en fait, quand on me donne des noms d'invités, enfin des noms de personnes, ou que on m'envoie un message pour me dire «Ah Antoine, viens, on parle de moi», bah, en fait, pour le moment, hein, je me laisse tout à fait le loisir de dire, bah, en fait, je vais continuer à faire si ça t'ennuie pas. Je vais continuer à faire ce qui moi me plaît, ce que moi j'ai envie de faire et puis après peut-être qu'on parlera de toi. Donc on va en parler dans le côté, monétisation, demain, enfin plus tard. Mais en tout cas, la il faut enfin aujourd'hui mon intérêt prime sur, tout le reste et donc et jusqu'ici j'ai le sentiment et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment hem que ça marche plutôt pas mal et que en gros, ce qui m'intéresse vous intéresse aussi. Alors évidemment, on se rencontre en tant qu'audience et puis créateur de contenu. Donc vous me découvrez et si ça vous intéresse, vous restez. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse vous intéresse aussi. Et donc, pour le moment, on va rester comme ça. Donc, intérêt pour l'invité, le potentiel invité. Aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une sorte de panel représentatif, en fait, des différents profils qui gravitent dans l'industrie. Donc, il peut y avoir des athlètes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des gens qui savent des trucs. Et donc j'essaye d'équilibrer un petit peu tout ça. J'essaye d'être conscient. Je me dis ah tiens, j'ai fait peut-être un petit peu trop de pilotes de descente des années 90. Je vais essayer d'aller ailleurs. Attends, j'ai fait quand même beaucoup trop de mecs. Il faut peut-être que j'aille voir un peu plus d'athlètes féminines ou de représentantes de la jante féminine. Donc il y a de ça aussi. Donc ça c'est plutôt du côté instinctif. Tiens je fais peut-être un petit peu trop de ci, un petit peu trop de ça. Faudrait que j'équilibre. Et donc c'est comme ça que j'affine. Donc c'est pas une science exacte, hein, c'est pas un truc complètement voilà écrit, mais voilà c'est un peu ce qui me guide. Euh, Après il y a aussi des règles, pas des règles, mais il faut que la personne elle sache parler. Tout le monde n'est pas passionnant. Beaucoup de gens peuvent être intéressants, mais tout le monde n'est pas passionnant. Donc il y a aussi ce côté-là. Faut arriver à identifier aussi des gens qui sont capables d'eux. Mais généralement, voilà, les personnes que je reçois, voilà, je connais un petit peu. Je vois comment elles se comportent, comment elles s'expriment, et généralement, voilà, j'ai pas trop de doutes. Donc jusqu'ici, ça marche pas trop mal. Voilà. Aussi, il faut avoir une histoire à raconter. C'est la raison pour laquelle je vais plutôt vers des profils qui ont un peu d'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que je ferai pas des plus jeunes, et d'ailleurs, j'ai envie de faire des plus jeunes hein, pour entendre d'autres histoires. Mais c'est vrai que des pilotes plus jeunes, ou en tout cas pas des pilotes, mais en gros des gens plus jeunes, ont parfois moins d'expérience, moins de vécu que d'autres personnes comme un Max Commensal qui a vu plein de trucs ou d'autres. Et donc j'essaye aussi d'affiner, de voir si les personnes ont des choses à raconter. Et donc ça c'est hyper important évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, mon objectif est avoir plus de femmes. Parce que bah, le monde du vélo, hein, il est un peu comme ça. Pas beaucoup de femmes, mais il y en a. Il y en a. Il y en a de plus en plus aussi, et il y en a de plus en plus du côté athlète. Et ça, je pense que ça va donner quelque chose de hyper intéressant, qui va. On en a parlé avec Isabeau Courdurier, d'ailleurs, épisode qui sort
le 11 mai, donc la semaine prochaine pour ceux qui écoutent à date. Et donc plus de femmes athlètes, plus de choses hyper intéressantes. Ça va bouger, donc ça c'est très cool. Que vous dire alors? Est-ce qu'il y a eu des invités que j'ai refusés? Alors, je vous en ai parlé un tout petit peu avant. C'est pas vraiment des invités refusés, mais c'est des propositions d'invités refusés. Alors, je reprends. J'ai pas mal de propositions, de sollicitations, de gens qui me soumettent des non-invités. D'ailleurs, mes invités eux-mêmes me soumettent des non-invités. Ensuite, il y a des gens qui m'envoient des messages spontanément et qui me disent ah tu devrais entendre telle personne. Et après il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire moi j'ai telle histoire à raconter. Est-ce que ça te dit qu'on en parle? Et donc il y a plusieurs raisons dont je vous ai un petit peu parlé. Il y a la côté curiosité, puis après il y a la question de temps, de ressources, d'énergie. Et donc moi je priorise. Et donc ça veut pas dire que les profils sont pas intéressants ou que je refuse. C'est juste en fait, je peux pas tout faire. Donc c'est la raison pour laquelle je peux pas vraiment dire que je refuse, mais juste voilà, merci, merci et puis je verrai si à un moment je déclenche et ça arrive, hein, ça arrive. Donc n'hésitez pas à me soumettre des profils, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a quelqu'un de passionnant que je devrais recevoir dans En roue libre. N'hésitez pas non plus à préciser pourquoi, parce que ça m'aide beaucoup à comprendre. Et en tout cas, moi, je suis hyper open. Simplement, vous voyez, en l'état actuel des choses, avec pour le moment un épisode tous les 15 jours, c'est pas simple d'avoir de prioriser. Donc, moi, je priorise donc des gens qui me passionnent, des gens qui ont des histoires à raconter, des gens qui sont dans leur meilleure forme dans la mesure du possible, et voilà. Et ça donne un cocktail qui fonctionne pas trop mal, j'ai l'impression. Et ça, c'est vous qui me le dites. Alors, le backstage de la production. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que environ 95% de ce que vous voyez sur En roue libre, c'est Bibi qui l'a fait. C'est-à-dire que, en gros, là, tous les trucs que vous voyez ou que vous voyez pas, les micros, les lumières, les machins, la production de l'épisode, les reels sur Instagram, les sous-titres et tout. Allez, on va dire que 95% de tout ça, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Pourquoi? Parce que en fait, j'adore ça. Je pourrais passer des jours enfermés derrière un ordi pour faire ça, parce que je trouve que le process de création est hyper cool. Donc, mais ce que ça fait, c'est que moi, je m'intéresse à l'image, au son, à la qualité, aux petits détails, aux petits trucs, et donc en fait, tout ça m'intéresse. C'est-à-dire là, le petit enregistreur vocal, voilà, j'ai geeké, le micro pareil, je me suis fait les bonnettes. En fait, voilà, je suis un geek. Donc en fait, tous les petits détails, tous les petits trucs, ça m'intéresse. Donc tout ça, ça m'intéresse, ça me passionne. Je trouve ça trop cool. J'aime bien la technique, j'aime bien le matos, l'électronique et tout ça. Donc et puis j'aime bien voilà le montage, les reels, voilà. Mais à un moment donné, à maintes données, tout ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec Florent, qui est un ami d'enfance et qui m'aide beaucoup sur la partie montage, edit, qui me fait gagner du temps. Et l'objectif est donc de déléguer, de passer un tout petit peu moins de temps sur la partie production. Et pour grossir et puis pour développer le média en roue libre. Mais globalement, il s'est passé plein de fois, et ça arrive très souvent, où j'arrive sur le lieu du tournage avec mes 3 caméras, avec mes 3 lumières, mes 2 micros ou plus, et que en gros j'appuie sur rec et je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul avec mon invité. Donc en fait, ça fait beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à gérer, et c'est probablement la raison qui fait que je fais ce truc qui est un peu unique, et que peu de gens arrivent à faire. C'est parce que j'ai toutes ces compétences dans le son, l'image, l'enregistrement, audio, vidéo, le montage,
la publication sur les réseaux sociaux, les formats, et que tout ça m'intéresse, voilà. Donc c'est un peu folklore parfois, hein, faut jouer avec, des imprévus, mais mais j'adore ça. Je trouve ça trop cool et puis encore une fois, avoir cette capacité de créer ça, de créer ces conversations, de les générer et de vous les offrir derrière, de vous les présenter. Moi, c'est un truc que je trouve absolument formidable. Et d'ailleurs, il y a vraiment un truc, c'est quand je suis en entretien, quand je suis pendant une conversation, il y a quand mon invité me dit un truc qui est hyper cool, euh, et je me dis mais ça c'est tellement génial. Et en fait, je suis heureux parce que je sais que vous allez l'entendre, parce que je sais que vous allez l'écouter. Et je trouve ça cool parce que finalement, s'il y avait pas des gens, enfin si vous étiez pas derrière, moi perso, j'aurais jamais ces conversations en fait. Et donc c'est parce que vous écoutez qu'il y a des gens qui acceptent de me consacrer du temps pour me raconter un peu leur vie, leur histoire, et que je peux avoir ces conversations avec eux. Donc ce que je veux dire, c'est que je pourrais jamais avoir ces conversations sans le podcast. C'est-à-dire m'asseoir avec Loïc Bruni ou avec ou enfin avec Max. On pourrait à un moment donné se poser, on prend un café et tout ça, mais passer 3 heures ou plusieurs heures avec ces gens-là, passer un moment avec eux, leur poser toutes les questions que j'ai toujours rêvé de leur poser, mais ça, je ne peux le faire que parce que vous êtes derrière votre écran ou vos écouteurs à écouter. Donc c'est ça qui est génial. Donc merci à vous pour ça. Euh, et pour moi, c'est vraiment ça en fait voilà qui fait que je kiffe autant faire ce que je fais. C'est parce que j'ai la capacité de poser toutes les questions que j'ai toujours eu envie de poser aux gens qui m'ont fait rêver depuis que je suis gamin. Voilà. Alors, est-ce que je coupe? Généralement, non. Je coupe, j'essaye de pas couper, sauf s'il y a des trucs qui merdent, un micro enfin une caméra qui coupe, bah là, ça vient d'arriver. Bon voilà, je coupe pas. Je coupe pas non plus de réponses de mes invités, sauf si ça les met inconfortables ou qu'il y a un truc qui les gêne ou quelque chose comme ça. Mais généralement, moi, ce que je dis à chaque fois, je suis pas Élise Lucet, donc en fait, j'ai pas vocation à poser des questions enfin qui suscitent la controverse. Quand un invité me partage son point de vue, par exemple Max Commensal qui parle du carbone ou de différents autres sujets, moi je suis pas là pour répondre à Max et le confronter. Je suis pas là pour ça. Encore une fois, mon intention avec En roue libre, c'est d'avoir des conversations intéressantes et ou passionnantes entre passionnés. Et donc entre passionnés, ouais, bon, parfois on peut se challenger un petit peu, mais moi l'idée c'est c'est pas d'être mielleux ou quoi, mais c'est plutôt de dire on a un bon échange et puis c'est quoi, si tu veux me dire ce que tu veux, je vais pas débattre, c'est pas grave quoi. Parfois, on peut débattre, mais en tout cas, l'idée, c'est que l'invité soit toujours confortable, qu'il soit jamais trop challengé, ou en tout cas pas sur des sujets où voilà, on peut se friter. Donc c'est pour ça que j'ai jamais bon, peut-être coupé 2-3 trucs, peut-être des trucs longs, des réponses trop longues peut-être. Ouais, des réponses trop longues j'ai coupé, qui risquaient de perdre l'audience, voilà, qui risquaient de vous perdre parce que c'était trop long et qu'on déviait beaucoup du sujet. Mais sinon, j'ai jamais trop coupé. Euh, Est-ce qu'il y a des invités qui regrettent? Je crois pas. En tout cas, pas que je sache, ils me l'ont pas dit. Mais euh, en tout cas, non, j'ai pas eu de trucs comme ça où j'ai dû corriger ou revenir sur un truc ou voilà. Euh, un petit mot sur la préparation. La préparation, comment je fais? Alors il y a un truc qui était marrant, je vous avais dit tout à l'heure, c'est que le premier épisode avec Jérôme Mortal, j'avais pas du tout préparé, c'était un petit peu comme si on se faisait une visio, et encore, je pense qu'une visio, on prépare un peu. Mais Jérôme Mortal, en même temps, c'était le tout premier. Je
j'avais la conviction que le fait d'être complètement spontané amenait un truc un peu intéressant, un peu frais, un peu ouais, frais. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte, au travers de différents, feedbacks qu'on m'a fait, que j'étais pas hyper réactif sur des transitions. Par exemple, quelqu'un me parle et me dit, quelque chose, enfin, me fait sa réponse et je dis: «OK». Et donc j'enchaînais. Et en fait ça, bon, bah, c'est cool, mais voilà, la spontanéité a ses limites. Donc j'ai commencé à préparer. J'ai commencé à préparer mes questions et je dois ça quand même à Benjamin Lacoste, à qui j'espère tu m'écoutes et en tout cas Benjamin, je me souviens très bien, le moment où tu m'as dit: «Mais Antoine, c'est bien ce que tu fais, hein, mais par contre tu prépares pas tes questions». Prépare tes questions, tu verras, ça va changer. Et là, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je prépare minutieusement, j'y passe du temps, et pour faire en sorte de rien oublier. Encore une fois, ce que je veux faire, c'est un témoignage exhaustif dans la mesure du possible, avec mon invité pour faire en sorte que, au moment où on sorte l'épisode, eh ben, il y a un truc, et je sois fier de moi et je sois fier de mon travail. Donc voilà, aujourd'hui je prépare bien, je prépare de plus en plus, je prépare mieux et aussi et surtout, je partage à mon invité en amont les pas les questions, mais les sujets, les thèmes, et cetera. Et je me suis rendu compte que l'échange était beaucoup plus fluide quand mon invité avait, les questions un peu en avance et ça tendait des perches dans tous les sens et en fait, c'était hyper fluide et j'adore. Donc et ça nuit pas à la spontanéité et je pense que vous serez d'accord avec moi. Hem, Parlons un peu de stress. Hem, le stress pendant l'entretien, je dis pas que j'en ai, mais quand on a 3 caméras, quand on a, fait, un petit déplacement quand même pour aller voir l'invité, il y a toujours un truc qui peut merder. Et d'ailleurs, c'est arrivé, hein, pendant l'épisode avec, Anne Caro, bah, j'ai un boîtier qui s'est arrêté parce que je sais plus s'il avait chauffé ou s'il y avait une carte qui était pleine ou vous voyez le truc débile et un autre s'est arrêté un peu plus tard et là, tu es là genre, tu es en face de enfin, d'Anne Caro, c'est un peu le truc le plus important, de ta life, à l'instant T et là, bon bref. Mais des trucs comme ça arrive et en fait, faut être prêt. Faut être prêt, et faut ça rebondir et puis en fait, juste se dire que c'est pas grave et puis que c'est pas du direct et puis même si c'était du direct, prendre le truc, à la cool. Et donc déjà se dire, que rien n'est grave, parce que c'est pas grave en fait, personne nous en voudra. C'est pas des enjeux qui sont immensissimes, sauf si, bah, en fait, tu rentres, sauf si par exemple je fais un épisode avec Nico Vouilloz et que je perds mon disque dur ou que ma carte mémoire je l'efface ou un truc comme ça, voilà en fait, bah, là je peux je peux aller élever des chèvres dans le Larzac ou changer de pays quoi, voilà. Mais non, comment je gère le stress? Généralement, ce que je fais, c'est que mine de rien, parfois il y a un peu de l'enjeu, il y a un peu, tu es impressionné. Anne Caro m'a beaucoup impressionné. Hem Et donc en fait, j'essaye de me rappeler à chaque fois, j'ai ma petite phrase, mon petit truc où je dis à mon invité que je me rappelle que c'est une conversation entre passionnés. Et ça, en fait, ça fait redescendre le truc, que ce soit pour moi ou pour mon invité parfois, hein. Mais de dire, bah, en fait, voilà, c'est pas un truc de journalisme, c'est pas une présentation presse, il y a pas, 10 000 personnes de l'autre côté, quoique parfois. Mais l'idée, c'est que voilà, on est là pour avoir un échange qui est sympa, une bonne conversation, un bon échange et c'est ça qui fait qu'on peut démarrer une conversation en étant posé, bien installé, c'est bien, on a à boire, on a un petit café, on a un petit truc. Hem Et ça, voilà, moi, ça me permet beaucoup de redescendre en pression parce que, bah, de la pression, je m'en mets, hein, je pense que vous pouvez vous en douter et voilà, mais c'est pour rien louper, quoi. Donc voilà, ça, c'est mon petit mécanisme, ma petite prépa mentale à moi, comme disait Fabien Barrel, c'est de dire, voilà,
conversation entre passionnés et on va avoir un bon moment. Et après, ce que j'essaye de faire, évidemment, c'est de m'assurer que tout est OK, tout marche, mes boîtiers, machin, les lumières, ça va. Et parfois, donc, je fais appel à quelqu'un de l'extérieur aussi pour m'aider, pour être sûr que j'ai pas besoin de me dire attends, est-ce que le boîtier va couper, est-ce que le machin. Mon cerveau, il est directement dans l'entretien et comme ça, bah voilà, ça me permet d'être complètement focus. Et quand je suis focus, il se passe un truc de ouf qui est que je suis dans une sorte d'état de flow, et vraiment état de flow, quoi. Et presque la personne que j'ai en face de moi, je la vois et la manière dont je la vois, c'est une concentration, j'ai rien, il y a rien autour en fait, il y a rien. C'est la personne que j'ai en face de moi. Et c'est ouf parce que je suis pas quelqu'un qui a des prédispositions à la concentration. Je suis très dispersé. Mais par contre, quand je suis en face de quelqu'un, quand j'écoute la conversation, c'est ouais, il se passe un truc un peu particulier, une sorte de switch, et là je suis hyper focus. Parfois ça se voit, parfois je fais une tête un peu sérieuse et machin, mais c'est parce que voilà, je suis dedans, et aussi je dois jongler entre ce que la personne me dit, ce que j'en pense, ce que et comment est-ce que je vais rebondir sur le sujet d'après. Ah tiens, ça fait des liens avec ça qu'on voulait parler, mais est-ce que je l'amène maintenant ou j'en parle tout de suite? Je le laisse finir, je la laisse finir. Euh, Et donc en fait, c'est toute une gymnastique interne qui est pas simple, hein, qui est complexe, mais à laquelle je commence à m'habituer parce que voilà, j'emmagasine plein d'informations et en plus je réfléchis à comment est-ce que je vais guider l'entretien et voilà. Et bon, écoutez, ça a l'air de pas trop mal marcher, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ouais, je suis de plus en plus à l'aise avec cette idée de naviguer dans l'entretien et de pas rebondir du tac au tac sur ce que dit mon invité, mais plutôt de laisser le truc venir, de laisser l'échange se développer dans une direction que j'avais pas forcément prévue, ou d'amener l'entretien dans une direction que j'avais pas forcément prévue, euh, et de laisser le truc venir. Notamment avec Isabeau Courdurier et puis Thomas Lemoine, on est parti sur des sujets qui étaient pas direct, ouais, ta carrière, ton histoire, ton truc, ton machin, mais plutôt des sujets de fond qui étaient intéressants et on est parti loin, assez là-dedans. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre feedback. Est-ce qu'il y a des moments marquants, des anecdotes? Ouais, moi, il y a, je me souviens de l'épisode chez Sabrina Jaunier. Chez Sabrina Jaunier, elle a 2 ou 3 chiens, je sais plus. Et puis pendant l'entretien, les 3 chiens, ils se sont mis à courir partout. Nous, on était sur les canapes, ils nous ont sauté dessus et tout. Alors gentil, hein, c'était cool, hein, mais ils ont fait la teuf, la grosse teuf pendant 5 minutes, quoi. Et donc, bah, au début, t'es là, bah, ok, cool, c'est drôle. Bah, c'est toujours drôle, hein, y a pas de problème, mais c'est juste qu'à un moment donné, juste t'arrêtes et puis les chiens qui font leur teuf et c'est et tu laisses passer et ça va bien, quoi. Mais ouais, c'est un peu intense, on va dire. Euh, un gros fail, un gros fail. Épisode avec Jean-Christophe Rattel, ouais, Jean-Christophe Rattel, donc de Écueil, en marge du Roc d'Azur. J'utilisais un objectif que d'ailleurs je crois que j'ai pas utilisé depuis, un objectif qui faisait un autofocus. Et en gros, début de l'entretien, on s'assied en face l'un de l'autre, on appuie sur Rec et tout, ça va. Attends, dernier truc. Et là, je dis à Jean-Christophe, attends, bouge pas, faut que j'aille pisser un coup. Et Jean-Christophe me dit, ah ouais, attends, je vais en profiter pour fermer la porte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, du coup, le boîtier, enfin l'objectif, a fait la mise au point. Quand il s'est levé, le boîtier a fait la mise au point sur le mur derrière. Et pendant les 1h45 d'entretien derrière, en fait, c'était flou. C'était une catastrophe. Et donc en fait, j'ai mis la carte mémoire du boîtier photo dans l'ordi.
Et j'ai vu ça, je fais: «Ah mais non, ah mais c'est pas possible». Et donc j'ai regardé toutes les options pour, supprimer, enfin la netteté, le truc, l'IA, tout ce que tu veux et en fait, il y avait rien à faire. Et donc bah là, en fait, j'écris à Jean-Christophe et je lui dis: «Écoute, je suis sincèrement désolé, là, voilà, je suis désolé, je sais pas quoi dire, désolé, le truc a foiré, est-ce qu'on peut le refaire?» Et il m'a dit: «Bah écoute, pas de problème, vas-y, on le refait». Et l'épisode était pas moins bien, l'entretien était pas moins bien, il était super intéressant, on est allé sur d'autres sujets, donc on a bien rattrapé le coup, mais c'est parce que j'avais le temps, je pouvais le faire sur place et voilà, j'ai pas voyagé la journée pour aller faire l'épisode. Mais ça, du coup, c'est un truc, bah, j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais, mais en tout cas, voilà. Le gros fail avec Jean-Christophe, Rattel. Heu, à l'inverse, il y a des épisodes qui ont bien marché et je pense que, vous savez tous duquel je parle. C'est, l'incroyable, l'inénarrable, le mythique Max Commensal. Max, c'est quelqu'un d'entier, de parfois clivant, de passionné, de passionnant, qui a beaucoup de bouteilles, qui a beaucoup de trucs à dire et qui se cache pas pour les dire. Et quand Max, s'exprime, bah, en fait, voilà, il y va, quoi. Et donc, d'une part, il y a ça et donc, j'ai publié des extraits sur Insta notamment qui ont extrêmement bien marché. Où d'ailleurs les gens sont un petit peu trop déchaînés parce que quand il disait, «Le vélo c'est un sport de nul», enfin je vous laisserai aller voir un petit peu le truc au complet, mais le cyclisme sur route, machin, bon il y a des gens qui ont commenté avec un tout petit peu trop de véhémence, on va dire. Donc j'ai désactivé les commentaires parce que ça commençait à s'enflammer. Mais donc du coup, ça a amené beaucoup de visibilité à cet épisode, et au-delà du fait que Max est quelqu'un qu'on a envie d'entendre, qui s'exprime finalement assez peu et donc et qui a beaucoup de trucs à raconter et qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie et beaucoup de choses qui sont ouf et qui le restent ouf, même au regard de ce que voilà avec l'histoire, voilà. Donc l'épisode de Max Commensal est un immense succès. Après, le succès est tout à fait, enfin, les critères d'évaluation du succès, on va en reparler un petit peu, mais en tout cas, ça a fait réagir. Les gens ont apprécié. Il y a eu beaucoup de commentaires, et c'est un des rares épisodes où j'ai vu autant de commentaires positifs et négatifs vraiment collés, sur YouTube notamment, des gens qui voilà, des gens qui avaient des réactions très violentes, critiques, d'un côté et des gens qui disaient: «Mais ce gars-là, c'est un génie». Donc je trouvais ça hyper intéressant et c'est la beauté d'un personnage comme Max qui plaît pas, mais en tout cas qui laisse pas indifférent et je pense que c'est ce qui fait que Max a fait, autant de choses, dans sa vie, dans sa carrière et que cet épisode a été un tel succès. Hem, un épisode qui a également hyper bien marché. Je dis pas que je m'y attendais pas, mais je pensais pas à ce point. C'est l'épisode avec Stéphane Guillaume de SR Tour. Stéphane Guillaume, donc pour vous planter le décor, l'épisode avec Stéphane Guillaume, c'est un épisode, on va dire, rémunéré, commandité, enfin où on s'est mis d'accord avec SR Tour. L'idée c'était de parler de SR Tour, mais de le faire d'une manière qui permette à l'audience d'avoir un contenu intéressant. Parce que c'est pas tout de faire de la pub et de parler d'une marque, il faut arriver à trouver un truc intéressant. On va en parler encore un peu plus tard. Et là du coup, le représentant de SR Tour est donc Stéphane Guillaume. Et il s'avère que pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, Stéphane Guillaume est un passionné, passionnant, comme on en a quelques-uns, mais pas tant. Voilà. Euh, j'ai, euh, j'ai pas peur de le dire, j'ai une admiration, une sorte d'amour pour Stéphane en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui a une passion qui est absolument exceptionnelle, débordante, tout ce que vous voulez. Et cette passion, elle est contagieuse. Et donc, Stéphane, et en plus, si vous ajoutez à ça
le parcours de Stéphane qui a fait 12 ans chez Marzocchi, à une époque où la marque était la marque qui faisait rêver au travers de ses athlètes, mais ses produits également. Enfin, c'était un monument, cette marque. Plus ce qu'il fait aujourd'hui, ça fait que en fait ce contenu, et c'est une pépite, c'est absolument une pépite. Alors on parle de suspension, mais pas que. Mais par contre, quand on parle de suspension avec Stéphane Guillaume, bah en fait on apprend tout, et la base, puisque c'est également le métier de Stéphane quand même de former des gens euh, au métier de la suspension. Donc en fait ce qui se passe, c'est que cet épisode est une démonstration de passion. Et moi, je suis ravi de lire les commentaires que vous faites d'ailleurs sur cet épisode, dans lequel, enfin, cet épisode qui fait 3h13, et de lire que cet épisode devrait continuer, quoi. Donc, il n'est pas complètement possible que je reçoive encore Stéphane pour d'autres épisodes. Peut-être, je sais rien, on en discutera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je lis les commentaires, et je vous laisse aller les voir et même voir la vidéo, cet épisode est une masterclass. Et si je pouvais avoir des épisodes comme ça tout le temps, toutes les semaines, bah en fait, je signe. Voilà. Donc voilà, ça c'était ouais, des épisodes qui vraiment m'ont marqué, Stéphane Guillaume et puis Max Commensal. Et après, sans parler des rencontres, hein, mine de rien, que j'ai eues avec Loïc Bruni, puis Anne Caro, et puis Fabien Barrel, et puis Christian Taillefer, et puis d'autres, hein, avant. Mais ouais, et en fait le succès, c'est ce que j'allais vous dire, le succès se mesure pas forcément au nombre de vues. Pour moi, le succès d'un contenu, il se mesure aux interactions, à la passion. L'exemple de Stéphane Guillaume, c'est pas l'épisode qui, à date, a le mieux marché en termes de vues, quoique, ça a hyper bien fonctionné. Mais par exemple, l'épisode avec Sam Peridi est un épisode où j'ai senti une passion absolument incroyable dans les commentaires. Des gens qui me disaient que ça avait ravivé des souvenirs. Et donc ça, c'est hyper puissant. Et ça, moi, j'ai envie de continuer à l'alimenter. J'ai envie voilà, comme je vous ai dit, de nourrir la passion. Et donc j'ai envie de faire plus d'épisodes comme ça. Et on va en reparler. Donc ouais, Sam Peridi, c'était incroyable. J'ai adoré. Alors, parlons business. Alors, beaucoup m'ont demandé, mais du coup, est-ce que ça rapporte le podcast? Non. Aujourd'hui, le podcast ne permet pas de couvrir l'investissement. Loin de là. Je vous ai dit, j'ai investi pour 10 000 euros plus de matos, quoi, voilà, en tout. Plus le temps que j'y passe à la préparation des épisodes, les déplacements, le montage, publication des extraits, des reels, machin. Ça représente un volume de temps et de l'énergie aussi, dont je pense vous avez même pas idée, et puis à la limite, c'est pas plus mal. Mais c'est un taf de ma boule. Et en fait, si je devais faire ça pour l'argent, bah en fait, très concrètement, non, je ferais autre chose en fait. Je ferais autre chose. Donc en fait, aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que je fais ça pour l'expérience. Je fais ça pour le parcours. Je fais ça pour les rencontres. Je fais ça pour tout ce que ça m'apporte au-delà de l'argent. Cela dit, si ça ramène de l'argent, c'est cool. Parce qu'en fait, moi, si vous me posez la question, en roue libre, qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans? Bah, en fait, je veux faire exactement la même chose. Je veux aller voir des gens, avoir des conversations passionnantes, les enregistrer, vous les mettre en face et vous faire kiffer. En fait, c'est ça que je veux faire, moi. Et donc, si j'ai la possibilité de faire ça dans 10 ans, et en étant payé pour le faire, évidemment, bah moi je signe direct, quoi. Voilà. Donc ça implique de plusieurs choses. Ça implique d'une part la partie, ça implique de monétiser. Comment on monétise?
premièrement, bah, il y a YouTube, hein, qui donne un petit peu d'argent. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques centaines d'euros. C'est mieux qu'une claque sur le cul. Et à côté de ça, il y a les sponsors. Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu ou vu passer que Bicycle était sponsor de l'épisode, enfin des épisodes dans Roue Libre. Et donc ça me permet en fait de faire appel à Florent, donc de le payer parce qu'il passe du temps aussi dessus. Et donc ça me permet bah voilà, d'avoir quelqu'un qui m'aide, quoi, parce que sinon j'y passe beaucoup de temps. Donc un sponsor, enfin un ou plusieurs sponsors, donc là c'était Bicycle, demain il y en a d'autres qui arrivent, et donc je pense à eux et je les remercie. En tout cas, il y a d'autres sponsors qui sont en train d'arriver, et donc ça va me permettre voilà, de grandir, grossir, de déléguer, de passer du temps sur autre chose, sur des tâches sur lesquelles j'ai plus de valeur ajoutée, notamment que le montage, et ça m'aide beaucoup. Donc ça, donc on a dit YouTube, on a dit sponsoring, et ensuite il y a la partie, on va dire, contenu rémunéré. Alors, j'ai choisi de vous parler de ça parce que j'ai envie d'être complètement transparent avec vous. Aujourd'hui, il y a un format qui s'appelle En roue libre business qui donne la parole aux gens qui font le vélo, mais d'un point de vue business. On va dire que c'est la partie industrie. Donc les gens de l'industrie qui ont quelque chose dont ils ont envie de parler, quelque chose qu'ils ont envie de mettre en avant, ça peut être une marque, un produit, un service, etc., peuvent le faire dans En roue libre business. Et donc l'idée, c'est que c'est un format rémunéré, on appelle ça communément un publi reportage ou publi communiqué, ou enfin voilà. En tout cas, c'est un contenu rémunéré qui est payé par la marque. Moi, j'ai une règle pour ça, et à laquelle je me tiens, et qui jusqu'ici fonctionne. En tout cas, semble fonctionner. C'est que par respect pour l'audience, qui pour moi, enfin vous, hein, qui m'écoutez, la seule condition, c'est que le contenu, s'il est rémunéré, enfin qu'il soit rémunéré ou pas, le contenu doit être intéressant pour vous. Donc en fait, c'est pas parce que quelqu'un va me payer pour passer dans le podcast, en gros, que je vais forcément dire oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas parce que la personne va payer qu'elle va forcément être intéressante. Déjà, c'est le truc. Et c'est pas parce que la personne va payer que forcément, en fait, ça va faire la promotion de son service, de son business, de son produit. Voilà. Et parfois, ça peut avoir l'effet inverse, puisque si la personne est chiante comme la mort, ça marche pas. Donc en fait, moi, ma règle, c'est de dire que s'il y a un contenu rémunéré, vous, spectateurs, auditeurs, devez à la fin vous dire, bon, ok, il a parlé de sa marque, mais le truc était hyper intéressant. Et donc, l'exemple que je vous ai cité avant, Stéphane Guillaume, de SR Sun Tour, pour parler de SR Sun Tour, mais dedans, il y avait un truc qui fait que, bah, ouais, ok, vas-y Stéphane, parle de Sun Tour si tu veux, raconte-nous ta life, raconte-nous tout sur SR Sun Tour, et par contre, juste continue à nous parler parce que tu nous passionnes. Et donc voilà, pour moi, c'est ça le plus important, c'est de dire, peu importe finalement que les gens payent, il faut que le contenu soit intéressant. Ok ? Donc ça laisse de la place. En fait, ça laisse de la place à des marques, des entreprises, des gens qui ont des choses à présenter, et qui mais qui doivent avoir quelque chose pour l'audience. Voilà, il s'agit pas juste de payer. Et avec ça, on peut faire plein de trucs. On peut dire, bah ok, bonjour, on est chez telle marque, et que sais-je, en fait, on est avec un athlète de la marque. Et cet athlète nous parle de son parcours, nous dit ce qu'il fait, ce qu'elle fait, et nous parle de comment il ou elle bosse avec telle marque. Et donc c'est un modèle que je suis en train de commencer à mettre en place, et donc notamment avec le soutien de marques, et voilà, c'est en train de se mettre en place. Mais l'idée pour moi, et encore une fois la règle, c'est de dire que vous n'y voyez, je dis pas que du feu, mais en tout cas que vous soyez pas perturbé par le fait qu'il y ait un annonceur, et que vous puissiez juste vous dire, ah ok, cool, bah, en fait grâce à cet annonceur on a une histoire intéressante, passionnante.
Voilà, donc ça, c'est ma règle et vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que ce soit ma ligne directrice et je compte sur vous également pour me dire si à un moment donné, vous considérez que, bah, en fait, je suis allé un peu trop loin. Si mon contenu est pourri. «Ouais Antoine, écoute, tu gentil, mais là, franchement, ton truc, OK, tu pris du cash, mais c'était chiant». Voilà et moi j'ai pas envie que ça arrive, mais par contre, j'ai envie que ça arrive parce que si c'est le cas, j'ai envie que vous puissiez me le dire, en tout cas. Voilà. Donc sentez-vous libre de le faire. Voilà, en toute transparence. Donc voilà, pour la partie monétisation. On a dit YouTube, sponsor, annonceur, publie contenu, et cetera. Et après, il y a la partie financement participatif de la part des auditeurs. J'ai mis en place une cagnotte Tipeee. Cagnotte Tipeee, en gros, c'est vous pouvez donner 1, 2, 5, 10, 100, 200, 10 000 euros pour aider en roue libre. L'idée pour moi de ça, c'est plutôt de dire bon, ok, je démarre. Je me paye pas hein, pour le moment. Ça démarre et vous pouvez m'aider à démarrer, à me lancer. Il va arriver un moment où, bah en fait, je vais plus pouvoir vous dire aidez-moi parce que je vais être payé par des marques. Ou je vais développer du contenu qui va être monétisable. Donc en fait, l'idée aujourd'hui avec cette plateforme Tipeee, c'est pas de vous dire vous allez payer à vie. C'est juste vous dire bah en fait si vous voulez m'aider, si ce que je fais vous plaît et si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez le faire. Voilà. Mais également ce que vous pouvez faire, ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais ce que vous pouvez faire et qui est hyper simple, c'est de vous abonner déjà. Ça c'est le truc tout con, mais en fait quand vous vous abonnez, voilà, vous montrez aux sponsors, aux invités, à n'importe qui que ça grossit en fait. Parce que quand on voit 500 abonnés ou 10 000 ou 15 000, bah ça fait une différence. Donc en fait, si chacun d'entre vous s'abonne, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur votre plateforme d'écoute, en fait c'est con mais ça fait grossir les chiffres. Et quand je vais voir une marque, un sponsor ou un invité, et ben en gros l'invité, ces gens-là voient ah d'accord, ah c'est bien et tout, parce que bah c'est un peu la métrique qui va bien. Voilà. Donc en fait, si vous vous abonnez déjà, vous aidez vachement. Ensuite, partagez le contenu autour de vous, l'envoyer à quelqu'un. Ah tiens, t'as vu ça? Enfin en tout cas avoir ce réflexe de partager le contenu autour de vous, ça aide beaucoup. Et ouais, de recommander en roue libre à vos amis. Voilà. Et d'écouter. Voilà. Mais ça, c'est assez basique et vous le faites déjà. Un autre truc quand même, c'est juste de dire que quand il y a un sponsor, allez jeter un petit coup d'œil au sponsor. Parfois, c'est tout con. Là, par exemple, sur Bicycle, en fait, vous pouvez vendre votre vélo sur Bicycle avec une remise sur les frais du vendeur, par exemple. Donc, en fait, quand vous utilisez le service que je mets en avant, et ben en fait, le sponsor est content et il va dire ah c'est cool en fait quand on met de l'argent sur en roue libre, bah il y a des résultats, ça marche quoi. Voilà. Et parfois il suffit de pas grand chose. Mais voilà, si vous vendez un vélo, en tout cas en ce moment, utilisez le code en roue libre 30 sur Bicycle. Et donc ça fait que Bicycle est content de me sponsoriser, enfin de sponsoriser en libre. Et ça fait que le contenu, je l'espère, sera meilleur de jour en jour. Voilà. Ça, c'est pour la partie monétisation. Pour le futur, pour la suite, c'est aujourd'hui, je suis sur un format tous les 15 jours. Voilà. Format tous les 15 jours, ça me permet de souffler un petit peu entre les épisodes, de ne pas avoir l'impression que je fais complètement que ça de ma vie, parce que c'est beaucoup de temps, hein, voilà. Et donc ça permet de se dire, voilà, j'ai une semaine où je souffle un peu, quoi. Voilà. Même si évidemment tout ça est un petit peu dans la tête. Néanmoins, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que c'est long 15 jours. Voilà. 15 jours, c'est long et 15 jours, on a le temps de s'oublier. Voilà. Moi, j'ai pas envie que vous m'oubliez et j'ai pas envie que, en fait, j'ai envie de créer plus. En fait, il y a tellement de trucs à raconter et j'ai tellement de gens que j'ai envie d'entendre que je trouve ça dommage
de pas en avoir, de pas écouter plus de gens et puis même moi, en fait, de pas avoir l'occasion d'avoir plus d'échanges, pas plus de débit. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'augmenter le débit. Voilà. Augmenter le débit, ça passe par un autre format qui est pas, qui sera complémentaire du format que vous connaissez en présentiel et cetera. Mais en gros, l'idée, c'est de dire un autre format, plus facile, plus court, plus ouais, moins long, plus facile à donc à enregistrer, plus facile à monter, à faire le montage, plus facile à publier, qui prend moins de temps, voilà. Et qui permet de s'intéresser à des gens qui, comme je vous le disais auparavant, je n'aurais pas, déclenché, on va dire, la logistique pour faire un épisode complet de 2 heures, avec ce que ça implique comme coût, préparation et cetera. Donc en fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est de m'intéresser à d'autres personnes, peut-être un peu moins visibles, peut-être qui étaient moins sous mon radar, sur mon radar, pardon, et d'autres personnes qui ont néanmoins plein de choses intéressantes à dire, des passionnés, qui seront peut-être moins des gens moins visibles, mais qui ont des trucs à dire. Donc ça implique, un petit peu de préparation, ça implique un petit peu de quelques règles, notamment en termes de qualité audio et vidéo, mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de faire ça et mais en tout cas, c'est l'objectif. Hem, Demain, je pense que pour réussir ça, pour continuer à durer, hem, c'est aussi la question de la qualité et de la qualité du travail bien fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai atteint un niveau de qualité qui est satisfaisant pour moi et puis pour vous, qu'on peut tout à fait augmenter, mais en tout cas qui est bien fait. J'ai pas envie de redescendre en termes de niveau de qualité, et donc j'ai le sentiment que tant que je ferai bien ce boulot, tant que je ferai bien ça, et ben vous serez content et vous continuerez à me suivre. Et donc ça pour moi c'est la clé. Ce que j'ai envie de faire, c'est aussi aller un petit peu plus dans la notion de communauté. Avec En roue libre, j'ai l'impression d'avoir créé un truc, un sentiment qui est assez cool et ça se passe aussi sur Insta. C'est le sentiment de communauté. C'est de dire qu'en fait, un groupe de potes, un gros groupe de potes, un gros groupe de potes avec lesquels on peut se faire une grosse session, où, j'en sais rien, si je mets un message, sur Insta ou voilà, on se donne un rendez-vous, on va au jet, et on se fait une fat session et on roule tous ensemble. Et ça, c'est un petit peu la vision que j'ai, de dire qu'au-delà de créer du contenu où moi je parle devant un micro et on reçoit des gens et vous nous regardez comme vous avez la capacité de le faire, bah plutôt de dire bah participer, on fait du vélo ensemble, peut-être qu'on fait du contenu ensemble, peut-être qu'on fait des trucs ensemble. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai l'élan de vous partager ça, de dire j'aimerais bien faire des trucs avec vous. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs que vous pouvez m'apporter. Moi, j'ai plein de besoins que je peux pas encore financer, mais en tout cas, j'ai plein de besoins du montage, de la captation, de filmer. J'ai plein de besoins dont je suis pas forcément conscient aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont la capacité de contribuer, de participer à En roue libre. Et en tout cas, j'aimerais vous inviter, si ça vous intéresse en tant que passionné, aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore les ressources pour payer tous les gens que j'ai envie de payer. Si ça vous intéresse de participer En roue libre d'une manière ou d'une autre, si vous avez envie de faire partie du truc, de contribuer à quelque chose en tant que passionné, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, et me dire ce qui vous intéresserait de faire. Voilà. Et il n'est pas complètement impossible que ça donne quelque chose de sympa par la suite. Alors, en termes de discipline, aujourd'hui, je suis quand même beaucoup et ça c'est lié à, ce qui m'intéresse moi, à titre perso, je suis beaucoup dans les pratiques gravity. Gravity, donc off-road, donc VTT, enduro, slopestyle, descente et cetera. Je m'interdis pas d'aller sur d'autres disciplines, mais pour le moment, je trouve que les conditions sont pas complètement réunies mais je suis ouvert. Je suis ouvert.
Le seul truc où pour le moment je suis pas hyper chaud, on va dire, c'est tout ce qui est cyclisme sur route. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop ma came, pour tout vous dire. Et je suis pas hyper bon en fait. Enfin, c'est-à-dire que je fais du vélo, je roule en route, hein, mais de là à retracer la carrière d'un athlète route, je sais que je peux le faire. Mais pour le moment, je vais plutôt rester sur les trucs qui me plaisent et qui m'inspirent. Et peut-être que derrière, on ira là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, je suis sur la partie gravity. En tout cas, tout ce qui a des crampons et des tétines sur les pneus. Voilà. Ensuite, un autre truc que je suis en train sur lequel on est en train de travailler, c'est d'autres formats. D'autres formats dans roue libre, peut-être un peu plus immersif, des côtés où on va à la rencontre des gens, et où on rencontre les gens plutôt sur le terrain, là où ils sont, et pour faire un tout petit peu plus que juste s'asseoir et avoir une conversation. Donc ça, vous en entendrez parler très vite. On m'a parlé des invités de rêve. Alors, qui sont mes invités de rêve? Ah, bon, Nico, si tu nous entends, bah écoute, c'est quand tu veux. Bon, voilà, ça c'est dit. Non, mais il le sait. Donc Nico Vouilloz, évidemment, voilà. Je pense qu'on a tous envie de l'entendre et quand je mets à chaque fois une petite story avec une image ou une photo de Nico et tout le monde dit alors ça y est tu l'as fait, bah je sens qu'il y a une certaine fébrilité et une certaine demande de la part de l'audience pour bah voilà pour entendre Nico Vouilloz. Donc écoutez, ce serait pas vraiment Nico Vouilloz si je l'avais fait dès le début. Donc en fait ce qui est intéressant c'est d'attendre un petit peu, c'est de laisser monter un petit peu la demande, on va dire. Et je pense que si même je l'avais fait au début ou même plus tôt, j'aurais pas été. Je pense pas que j'aurais été à la hauteur. En fait, pour quelqu'un comme Nico et d'autres personnes, hein, il y en a d'autres. Hein, c'est juste un exemple qui revient souvent, mais je pars du principe que tout vient à point. À qui c'est attend. Alors c'est une grande phrase, mais en fait plus j'attends et plus je grandis. Je m'améliore en quelque sorte. Et donc en fait, pour moi, l'idée c'est pas de cocher toutes les cases tout de suite. C'est pas de faire les plus grandes stars tout de suite. Et c'est juste de dire, bah en fait quand je la fais, quand je fais cet entretien, bah comme je vous l'ai dit un peu, bah je fais le meilleur truc que j'ai jamais fait. Et donc c'est pour ça que je suis tout à fait disposé à attendre le bon moment pour faire des gens comme Nico, pour être prêt, pour être au meilleur. Parce qu'en fait, je fais que m'améliorer. Donc en fait, plus j'attends et meilleur je suis, en quelque sorte. Ça, c'est en théorie. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de dire, j'ai pas de problème à attendre. Parce que je sais que je m'améliore et que je progresse et que le jour où ça viendra, je serai prêt. Sinon, bah oui, alors des gens que j'adorerais entendre, des Sean Palmer. Ouais, Sean Palmer. Bon, pas facile, Sean Palmer, j'ai essayé. Pas facile. Voilà, John Tomac, Steve Pitt. Mais là, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a des légendes, des Hans Ray, Danny McCaskill, voilà, que j'aimerais beaucoup avoir. Quelques légendes comme ça que j'aimerais beaucoup, mais aussi j'aimerais entendre, avoir des passionnés, voilà, des passionnés, vous, avec des histoires passionnantes, parce que oui, on regarde des Steve Pitt, on regarde des Nico, on regarde un peu des stars, mais il y a des gens passionnants partout, et c'est ça qui est génial, c'est que on peut rencontrer quelqu'un dans les bois sur une sortie vélo et puis on commence à discuter et là on se rend compte, ah non mais attends, mais toi t'as fait des trucs de fou et t'as des histoires de malades à raconter, et moi j'aimerais justement avoir l'occasion d'entendre ces histoires-là. Et je remercie Clément Doby, avec qui j'ai fait un épisode récemment, qui m'a donné aussi qui a renforcé cette envie de faire
des épisodes avec des passionnés, des pratiquants qui sont pas visibles, qui sont pas qu'on ne connaît pas en tout cas. Est-ce qu'il y a un lieu de rêve dans lequel j'aimerais enregistrer? Lieu de rêve dans lequel j'aimerais enregistrer? Pas vraiment. On a fait un truc hyper cool avec Yanis Pelé, c'était sur la scène du Grand Rex à Paris. Ça, c'était magnifique, magique. Mais à part ça, non, j'ai pas de lieu comme ça, mais peut-être un truc participatif, peut-être un truc avec des gens, pour le coup. Peut-être un truc, voilà, où il y a du monde, qui pose des questions et on a un échange avec le public, voilà, qui est quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai pas. Donc voilà, peut-être que ça peut donner des idées. Alors, est-ce que j'ai des conseils pour des gens qui veulent se lancer dans le podcast? Alors, une partie de moi me dit toujours: «Ouais Antoine», en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui lance un podcast, je me dis: «Ah», tu sais, il y a un peu le côté, concurrence. Mais d'un autre côté, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde à entendre, il y a tellement d'histoires à raconter et tellement de manières de les raconter ces histoires qu'en fait, il y a pas vraiment de concurrence en quelque sorte. Pour vous donner un exemple, j'avais programmé les épisodes avec, Isabeau Courdurier et Thomas Lemoine et en fait, j'ai découvert l'existence d'un excellent podcast que je vous invite à aller, voir qui s'appelle The Sanders Talk, dans lequel il avait reçu Thomas Lemoine et Isabeau Courdurier et donc je découvre ça, genre la semaine d'avant, et donc j'écoute ces épisodes qui étaient hyper bien faits et qui reprenaient, sensiblement la manière dont j'avais envie de faire ces épisodes, ces entretiens. Et là, je me suis trouvé un peu comme un con à me dire: «Bah, attends, c'est con parce qu'il leur a posé toutes les questions que je voulais leur poser» et je me suis dit: «Beh, comment est-ce que je peux amener quelque chose de différent?» Voilà, sans refaire le truc et tout ça et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a trouvé des sujets, ouf, géniaux, qui vont bien au-delà. Alors, pas pour dire, qu'on fait mieux, mais si vous voulez entendre l'histoire, par exemple, d'Isabeau Courdurier dans le détail et tout ça, date par date, point par point, et de Thomas Lemoine, vous écoutez l'épisode de Sanders Talk et vous avez tout. Et c'est parfait, et c'est génial, c'est bien amené, c'est bien conduit, c'est nickel. Et par contre, si vous voulez aller un peu à côté de ça, vous allez voir les épisodes d'Isabeau et de Thomas et vous allez voir qu'on parle de sujets complètement différents et ça donne des éclairages différents. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si vous vous dites tiens, j'aimerais bien créer un truc, ça pourrait être un podcast, ça pourrait être des interviews, ben en fait faites-le quoi. Faites-le parce que c'est tellement cool de rencontrer ces idoles, ces légendes, et c'est pas réservé qu'à moi. Enfin heureusement. Donc ça, c'est trop cool. Et Rémi Métayer l'a fait et ça cartonne. D'autres l'ont fait, d'autres le feront. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Et si vous vous chauffez, bah allez-y. Puis on se chatouillera un peu, on se, on se tirera pas dans les pattes. Mais en tout cas, c'est hyper cool. Et moi, je vous invite à le faire parce que c'est trop cool. Et Moana Mokai, par exemple, l'a fait. Ça cartonne en BMX. Et c'est trop bien. Et voilà. Je suis presque jaloux qu'il ait eu Thomas Allier, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, allez-y, si vous vous chauffez, allez-y, parce que c'est trop bien. Ensuite, quelques questions. Est-ce que le vélo, c'était mieux avant? Grosse question. Je pense pas que le vélo, c'était mieux avant. Je pense que l'esprit était différent. Aujourd'hui, on a des vélos qui sont safe, on a des vélos qui sont performants, on a des vélos qui nous permettent de freiner. En fait, aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettent de faire tout ce qu'on a besoin de faire avec un vélo dans des bonnes conditions de sécurité, de confort, de plaisir, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant.
ou en tout cas on n'en était pas conscient. Bon, peut-être que demain, enfin c'est sûr, demain ça va évoluer, transmission électronique, boîte de vitesse, des choses comme ça. Donc je pense pas que c'était mieux avant, et je pense que les jeunes qui arrivent dans le vélo aujourd'hui trouvent que c'est hyper cool, et que en fait avant c'était pas forcément mieux. Donc je pense que c'est plutôt un avis de gens qui ont vu ce qu'il y avait avant, qui ont apprécié, qui ont vécu des moments incroyables, et qui aujourd'hui voient quelque chose de différent, et forcément c'est différent, donc c'est pas pareil. Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense que c'était hyper cool, je pense qu'il y avait un certain état d'esprit, mais aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire avec des vélos, ce qu'on est capable de comprendre, ce qu'on est capable de proposer comme expérience avec un vélo, en fonction de ce que la personne veut vraiment faire. Tiens, je veux faire ça, ça, ça. Bah tiens, t'as un vélo qui fait ça, et ça le fait bien, et tu t'es confortable dessus, ça freine bien, t'es en sécurité, ça va jamais péter, ou presque. Et ça c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment génial. Autre question, l'élec, vélo ou mobilette? Question sur Insta. Ça va être long. Non, je vais faire court. Différents usages, différentes pratiques. Moi, j'adore l'élec, mais j'adore aussi le sentiment d'effort. Il y a des fois où j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire de l'exercice, j'ai envie de me mettre minable en fait, quoi. J'ai envie de sentir que j'ai des jambes, j'ai envie de m'évaluer, j'ai envie de légèreté également. Et pour ça, je prends un vélo musculaire. Aussi, quand je fais du champ de bosse, bah en fait, je prends un vélo musculaire, puisque j'ai j'ai pas envie de faire du champ de bosse en élec. Voilà. Mais ça se fait. Yannick Granieri le fait très bien. Donc, en fait, je pense que c'est plutôt une question d'usage, de ce qu'on a envie de faire, et de là où on a envie d'aller, comment on a envie d'y arriver. Et je pense qu'en fait, surtout, faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire avec leur vélo. Et s'il y en a qui ont envie de rouler en élec, ils roulent en élec. S'il y en a qui ont envie de rouler en musculaire, roulent en musculaire. Mais vous faites pas chier les uns les autres, en fait, quoi. Juste, moi, quand je vois les commentaires, machin, ah, t'as un musculaire, t'as un électrique, alors du coup, t'es une feignasse. Et en fait, mais je t'emmerde, quoi. Donc, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire avec mes vélos, ok? Et je te laisserai faire ce que tu fais avec tes vélos, et les cochons seront bien gardés. Et je pense que ce qui est important, c'est la passion, c'est le plaisir, c'est la performance, si on veut. Mais en tout cas, c'est juste de prendre du plaisir sur un vélo, et parce que c'est ça la base, en fait. Si on fait du vélo, c'est parce que c'est du plaisir. C'est du plaisir auquel on peut y associer de la performance et de l'effort physique. Mais surtout, le principal, c'est le plaisir. Voilà. Sinon, on ferait d'autres trucs. Voilà. À quand une mass start avec les abonnés? Ah, et ben ça les gars, je sais pas. Je sais pas. Déjà, pour que je me remette sur une mass start, il va me falloir un peu d'entraînement, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps récemment derrière mon ordi. Donc j'ai pas le sentiment d'être hyper affûté, mais ça va revenir. Ça va revenir. Mais par contre, une sortie vélo avec les abonnés, ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on fasse. C'est un truc qu'il va falloir qu'on fasse. Je sais pas si ça sera au Roc d'Azur, je sais pas si ça sera, je sais pas où, mais par contre, on va se faire un truc. Ok? On va se chauffer là-dessus. Je regarde les autres petites questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, paf, paf, paf. Tu peux essayer d'inviter Julien Absalon. C'était déjà fait. Il m'a planté. Salut. Quand aura-t-on le podcast avec Loris Vergier? Eh bien, Loris, c'est un working progress, on va dire. Voilà. On a eu un petit contretemps avec son omoplate. Bon, voilà, comme je vous ai dit, la règle, c'est que les gens doivent être en forme et pas être blessés. Pas de trial, ou très très peu. Pourquoi? On a des grands champions en France. Alors, Aurélien Fontenoy, je te rappelle, est trialiste. Après, le trial, c'est vrai que c'est confidentiel. C'est pas une pratique qui est hyper répandue. Certes, on a des excellents pilotes, mais bah ouais, c'est pas une pratique hyper développée. Nicolas Fleury, pourquoi pas, pour être intéressant.
je note. Mais en tout cas, ouais, bah, c'est peut-être représentatif de la pratique en France et aussi comme je vous ai dit, eh bien, bah, je dois prioriser. Et donc peut-être que le format du coup plus régulier, en tout cas plus court, me permettra d'avoir plus de trialistes. Paf, paf, paf. Donc discipline préférée. Bah, alors en ce moment c'est le champ de boss quand même. J'ai pris un gros kiff. Mais sinon descente, enduro. Ouais, enduro, ouais, enduro, bah c'est la vie, hein. Mais ouais, descente, enduro, champ de boss, ouais, c'est des grosses bosses, ça j'aime bien. Piste préférée, pouah, la Nico Vink du haut, même celle du bas à Châtel, je la trouve mythique. Ça fait un moment que j'ai pas. Alors si vous me demandez la piste que moi je roule, hein, pas la piste de Coupe du Monde, hein, que je roule pas évidemment. Piste, ouais, ma piste préférée, ouais, celle-là. Châtel. Après, les petits freeride à Morzine, j'aime beaucoup. Mais faites attention aux freeride à Morzine et également aux arcs. Hein, faut y aller tranquille. Tricot préféré. Je sais pas, tricot préféré, c'est quoi? C'est les fringues. Là, j'essaye des fringues en ce moment, c'est cool. Fox revient bien. J'aime beaucoup ce que fait Fox. Les amis de chez Relief, Relief a fait des trucs vraiment chouettes, vraiment bien faits. C'est bien, c'est très très bien. Alpine Star est vraiment très cool. Alpine Star est vraiment bien. Et les gants 5. Les gants 5 sont très 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 bien. Casque Urge, vraiment sympa aussi. Voilà. Et allez, dernière question avec Nix Training, donc Nicolas Archotte, le coach de Loïc. De quoi est-ce que j'ai le plus besoin pour continuer? Je vous en ai un petit peu parlé avant, mais j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous, enfin, si vous n'êtes pas là à m'écouter, moi je sers à rien en fait. C'est tout con, mais c'est ça en fait. Moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre passion. J'ai besoin de votre j'ai besoin de que vous me disiez que ce que je fais vous intéresse en fait, que ce que je fais vous intéresse, vous passionne, vous nourrit, vous plaît, vous donne envie d'aller faire du vélo. Je vous disais un peu avant, il y a des moments où c'était dur, des moments où c'était où en fait j'en ai ras le bol quoi, ras le bol parce que beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot et très peu de vélo. En fait, et à un moment, jusqu'à questionner en fait justement l'équilibre de tout ça. C'est-à-dire parler de vélo, mais pas en faire en fait. Parce que je passais trop de temps à faire mes enregistrements, trop de temps derrière l'ordi, à pas compter mes heures en fait, à passer mes soirées, mes journées, mes soirées et tout, à faire tout ça. Et à m'interdire carrément de faire du vélo parce qu'il fallait que je sorte un épisode, parce qu'il fallait que je fasse que je sorte ce truc-là et qu'il fallait que je sorte des reels et machin. Et pris un peu dans cette espèce d'engrenage de ouais de créer quoi. Et puis créer du contenu et de voir les commentaires, les réactions et tout, de me dire ah c'est hyper excitant de faire ça en fait. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'en fait j'ai pas géré. J'ai pas géré et j'ai fait beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de ça et pas assez de vélo. Et ma santé physique et ma santé mentale en ont pris un coup. J'ai eu mal au dos, par exemple. Et en fait, à un moment donné, je pouvais plus faire de vélo. Juste parce que, en fait, j'ai passé trop de temps derrière un ordi à être assis comme ça et voilà. Comme un con, en fait. Voilà. J'ai pas compté. J'ai pas fait gaffe, quoi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ces moments où on questionne un peu le pourquoi en fait pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce que je passe autant de temps à faire ces trucs-là alors qu'en fait il y a des trucs qui pourraient me payer en fait, enfin, genre juste je pourrais gagner ma vie avec un truc qui me nourrit. Mais en fait
moi, il y a un truc qui me nourrit, c'est la passion. C'est la passion, c'est votre passion, c'est le fait de pouvoir générer chez vous, cette énergie d'amour en quelque sorte, de passion quoi, de la nourrir et de voir et d'avoir des gens qui viennent me voir sur des événements, des salons et qui me disent: «Mais Antoine, mais attends, mais tellement c'est génial, j'ai écouté l'épisode avec un tel, ah c'était ouf» et moi en fait quand je reçois ça, ben, j'ai besoin de rien de plus quoi. J'ai besoin de rien de plus. Enfin, je dis pas que j'ai pas besoin d'argent parce qu'il en faut, mais franchement, moi, ça me remplit de joie, ça me remplit d'amour, en fait, en quelque sorte et ça me donne le sentiment que pour la première fois, en quelque sorte, dans ma vie, je fais quelque chose qui fait du sens, dans le monde, en fait. Donc je vais pas rentrer dans les détails, philosophiques ou psychologiques ou quoi, mais quand j'entends ce que vous me dites, ce que vous pensez du podcast, et quand je vous rencontre et que vous venez me voir et que vous me dites tout le bien que vous en pensez, bah, ça qui fait que je continue, quoi. Ouais, c'est pas compliqué. C'est de quoi j'ai besoin, c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est que vous soyez toujours là à écouter, que vous soyez toujours là aujourd'hui à m'écouter et et que, et que en fait, ce que je fais continue à alimenter votre passion et vous donner envie de vous acheter ce nouveau vélo, de partir faire ce voyage, de partir en gravel ou en bikepacking, je sais pas où, d'aller rouler à tel endroit, de rencontrer telle personne, de faire pareil et tout ça. Et moi, c'est toute cette énergie-là qui me nourrit. Voilà. Donc, et pour ça, je vous adresse un immense merci. Un immense merci à tous parce que sans vous, très concrètement, je ferais pas ça. Hem et voilà et comme je vous ai dit, j'ai l'impression de faire, pour la première fois de ma vie, un truc qui est vraiment, qui fait vraiment du sens et qui peut amener à plein d'autres trucs hyper cool et encore une fois, ça, je le ferai avec vous et il va y avoir plein de trucs cool. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur En roue libre, un petit peu plus sur moi, sur plein de trucs, sur des questions que vous aviez, des questions que vous aviez pas. Si vous avez encore des questions à l'issue de cet épisode spécial, vous n'hésitez pas, surtout. Voilà, vous m'envoyez un petit message en commentaire sur Insta également. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta. Dans la mesure du possible, j'y réponds. Je réponds à quasi tous les messages hein, sur Insta, sauf si vous me dites lol. À ce moment-là, je mets un petit pouce vers le haut et ce sera cool. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi, si vous voulez. Mais globalement, si vous m'écrivez, je vous répondrai et je le ferai avec grand plaisir. Et voilà. Et j'espère que ce que je vais continuer à vous proposer va continuer à vous faire kiffer. C'était les 2 ans, voilà, au mois de février et puis j'espère qu'il y en aura encore plein derrière, des anniversaires et voilà. Encore une fois, tout ça, c'est grâce à vous, ça sera grâce à vous et ce sera également avec vous. Merci beaucoup et puis je vous dis, à très vite. Allez, salut, ciao, bye.